16-26 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour, bienvenue sur 16-26 Médias. Je suis François-Xavier Opoureau et aujourd'hui on se retrouve au Parc des Marais de Carentan pour l'événement Les Envolées. Alors je suis en compagnie de Erwan. Comment allez-vous, Erwan ? Bien, François-Xavier, et vous ? Très bien. Alors pouvez-vous vous présenter un petit peu ? Moi, je suis le chargé de mission communication au parc des Marais du Cotentin et du Bessin, parc naturel régional. Et donc, on est ici aux Envolées où je vais faire une intervention. Est-ce que vous pouvez présenter le parc naturel des Marais ? Alors, le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, la particularité d'être sur 2 départements, la Manche et le Calvados. Ça fait 110 communes, 146 000 hectares, dont 30 000 hectares de zones humides. Et ces marais, c'est des marais qui sont pâturés, c'est les plus grands marais pâturés de France. Donc on a vraiment une zone très importante. Que venez-vous présenter au festival des Envolées exactement ? Une conférence en fait sur le patrimoine local qui est constitué d'architecture en pierre, en terre et de la reconstruction. Parce que l'enjeu, c'est connaître ce patrimoine pour réussir à l'adapter pour le futur. Et pourquoi avoir voulu tenir cette conférence ici, à ce sujet ? Parce que le principe des Envolées, c'est de faire découvrir leur territoire aussi aux habitants, aux gens des marais. Et donc, connaître ce patrimoine, c'est important pour réussir à l'adapter au futur. Si on ne le connaît pas, on va faire des bêtises, on ne va pas l'envisager comme une solution d'avenir, alors qu'en fait, si. Et quelle action mettez-vous en place pour faire connaître un petit peu le projet et protéger la faune et la flore des marais ? Des journées comme aujourd'hui, ce pique-nique des Envolées, ça permet en fait de faire connaître le territoire aux gens. À partir du moment où vous appréciez quelque chose, vous avez envie de le préserver, vous avez envie de vous impliquer. Et donc ça, c'est important. Bonjour, je suis accompagné de Fanny Moritz. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Fanny Moritz, je suis conférencière sur la transition écologique et notamment sur le zéro déchet depuis quelques années et je suis là aujourd'hui avec vous parce que je viens d'animer une conférence sur le sujet. On parle de simplifier notre vie en réduisant nos déchets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en quelques mots ? En fait, la conférence, j'aide et j'essaye de sensibiliser les gens à ce qu'ils réduisent leurs déchets, notamment au quotidien chez eux en suivant la règle des 5 R qui a été promulguée par Bea Johnson. Et aussi en aidant les gens et en leur donnant des conseils sur comment ils peuvent également réduire leurs déchets lorsqu'ils font leurs courses, en voyage, au bureau, etc. D'accord. Et pourquoi avoir voulu faire une conférence sur ce sujet ? Alors sur ce sujet, tout simplement parce que j'ai eu une prise de conscience il y a quelques années lorsque je vivais en Asie. En effet, je me suis rendu compte que on produisait beaucoup trop de déchets et j'ai essayé du coup de moi-même réduire mes propres déchets personnels. Et quand j'ai vu que c'était je dirais pas simple, mais quand j'ai vu que c'était facile d'accès et qu'on pouvait tous, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, qu'on pouvait nous-mêmes agir là-dessus et qu'il y avait aussi de multiples bénéfices, que ce soit sur la santé, sur l'environnement. C'est tout ce panel-là en fait, qui m'a donné envie d'aller davantage dans cette direction. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques actions que vous mettez en place pour réduire vos déchets ? Bien, donc au quotidien, il y a différentes choses que je mets en place. La première des choses, par exemple, c'est de remplacer le liquide vaisselle par du savon de Marseille pour faire ma vaisselle. J'essaye d'acheter un maximum seconde main sur le Bon Coin ou la marketplace de Facebook, voilà. J'essaye d'aller dans les friperies aussi, voilà. Et puis il y a plein d'autres astuces, d'utiliser des cosmétiques solides, d'utiliser ses propres couverts quand on vient à des événements comme celui-ci. Voilà, il y a plein d'astuces. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans le recyclage de déchets ? Alors pour la réduction des déchets et non le recyclage, je lui conseillerais d'analyser sa poubelle en fait. D'accord. De mettre sa poubelle par terre avant de la vider et de regarder qu'est-ce qu'il jette le plus. Si ce qu'il jette le plus c'est des bouteilles d'eau, d'investir dans un filtre à eau ou de boire tout simplement l'eau du robinet si elle est bonne. Si c'est des pots de yaourt, d'investir dans une yaourtière et de les faire soi-même. Si c'est des bouteilles de shampoing, de prendre des cosmétiques solides, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour et bienvenue sur 16-26 Médias. Je suis Valentin et je suis en compagnie de Jean-Baptiste Fressoz. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, donc je m'appelle Jean-Baptiste Fressoz, je suis historien des sciences, des techniques de l'environnement, je suis chercheur au CNRS, je m'intéresse à l'histoire environnementale, l'histoire de l'énergie en ce moment. Qu'est-ce que le CNRS? Le CNRS, ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique. C'est le plus gros centre de recherche en France. Ça envoie des chercheurs dans les différents laboratoires, dans les différentes universités à travers tout le territoire français. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre conférence que vous avez donnée C'est une conférence sur la notion de transition énergétique vue par un historien. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique d'un point de vue historique? Est-ce qu'il y en a eu? Pourquoi on raconte l'histoire avec des transitions énergétiques? D'où vient cette notion? Sachant qu'on n'a pas pensé l'énergie en termes de transition pendant très longtemps, puis d'un coup on se met à la penser en termes de transition à partir des années 70 surtout. Donc d'où ça vient? Pourquoi ça a eu autant de succès? À quoi ça sert? Qui ça sert? Pourquoi avoir eu envie de faire cette conférence? Qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur ce sujet en fait? Alors sur ce sujet, c'est des raisons à la fois historiques. En gros, on a une histoire de l'énergie qui est racontée en termes de grande transition. C'est vraiment le narratif dominant, c'est le passage de sociétés qui dépendraient du bois, des sociétés qui dépendraient du charbon, et puis après des sociétés qui dépendraient du pétrole. Et donc je voulais un peu casser ce récit-là qui est faux. Historiquement et matériellement, il est faux. C'est-à-dire toutes les sources d'énergie s'accumulent, elles sont dans des relations symbiose. Donc il y a un aspect juste historique, quoi, dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire. Et le problème, qui est un problème politique là pour le coup clé, c'est qu'en fait le futur qu'on invoque face au changement climatique, c'est de dire on va faire une transition énergétique en se référant à ce passé dont je vous ai parlé qui en fait n'existe pas. Donc c'est pour ça que je pense que c'était important d'avoir une vision correcte de l'histoire de l'énergie pour être plus capable de penser ce qu'il faudrait faire pour éviter 3 degrés en 2100. Abordez-vous d'autres sujets, mis à part celui évoqué au niveau de la conférence, sur d'autres forums aussi? Oui, bien sûr. J'ai travaillé sur plein d'autres sujets au cours de ma carrière. Ça fait maintenant 20 ans que je fais de la recherche, donc je n'ai pas travaillé que là-dessus, heureusement. J'avais fait un premier bouquin qui s'appelait L'Apocalypse joyeuse, dont j'ai beaucoup parlé dans des conférences de ce type-là, sur l'histoire de l'environnement et du risque industriel au XVIIIe et au XIXe siècle. Et ce qui était assez frappant, c'était à quel point en fait, les gens au XVIIIe siècle et au XIXe siècle encore étaient très préoccupés de l'environnement. Et donc ça, c'était pour un peu critiquer une vision très gratifiante de nous-mêmes, où on serait les premiers à se préoccuper d'environnement, de climat, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Après, j'avais fait un autre livre avec un collègue qui s'appelle Christophe Bonneuil sur l'Anthropocène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est une nouvelle époque géologique qui renvoie à cette idée que c'est l'humain qui est devenu la principale force agissant sur la Terre à l'échelle des temps géologiques. Donc j'avais écrit un livre là-dessus. J'ai fait un autre livre aussi sur l'histoire des savoirs sur le changement climatique depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc à quel point en fait on se préoccupe de climat depuis longtemps, ça je vous l'ai déjà dit. Mais à quel point c'était avec des savoirs assez perfectionnés, quoi, sur les bancs de vendange, sur le changement de la végétation, sur les glaciers, etc. Et puis maintenant je travaille sur un nouveau livre qui sort en janvier 24, dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc sur l'histoire de l'énergie et l'histoire de la notion de transition énergétique. Merci de nous avoir accordé de votre temps et à bientôt sur 1626 Média.